2, 1. Tower cleared. We're getting very close to the boundary. We don't know how close because no spacecraft has ever been there before. But it could be another few months, it could be another few years, but it's probably not much longer. L'humanité a toujours été fascinée par le ciel au-dessus et les océans au-dessous. La curiosité est l'une des forces de l'humanité et continuera d'être un trait dominant. D'innombrables personnes se sont demandé ce qu'il y avait au-delà de notre monde. Et leurs interrogations ont conduit à de nouvelles découvertes sur l'univers. L'univers est vaste et nous en savons très peu. Mais l'humanité est impatiente de percer ses plus grands secrets. De nombreuses missions, comme celle de Voyager de la National Aeronautics and Space Administration, ont été menées pour améliorer notre compréhension du cosmos. Cependant, si les étoiles n'avaient pas été alignées, deux des plus remarquables vaisseaux spatiaux jamais lancés ne l'auraient jamais été. Les étoiles dans ce scénario étaient en fait des planètes, les 4 plus grandes du système solaire. 45 ans plus tard, les deux sondes voyagent toujours dans l'espace interstellaire. Des chercheurs, dont certains sont plus jeunes que les vaisseaux spatiaux, exploitent activement les données de Voyager pour résoudre des énigmes au sein et au-delà de notre système solaire. Et récemment, Voyager 1 a découvert quelque chose d'inhabituel. Quelle est cette découverte récente? Que font les sondes à présent? Quels défis ces engins spatiaux devront-ils relever dans les années à venir? Tout cela vous sera révélé dans la vidéo d'aujourd'hui. Les deux sondes jumelles Voyager de la NASA, lancées en 1977, ont ébloui le monde en effectuant des voyages historiques vers Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il y a une soixantaine d'années, ces planètes se sont lentement mises en roue dans un arrangement qui ne s'était pas produit depuis la présidence de Thomas Jefferson dans les premières années du 19e siècle. Pendant un certain temps, cette pièce planétaire rare est passée presque inaperçue. Gary Flandreau, doctorant en aéronautique à l'Institut de technologie de Californie, est le premier à attirer l'attention sur ce phénomène. C'était en 1965 et l'ère spatiale ne faisait que commencer. L'Union soviétique avait lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel, seulement 8 ans auparavant. Flandreau, qui travaillait à temps partiel au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, en Californie, a été chargé de déterminer le moyen le plus efficace d'envoyer une sonde spatiale vers Jupiter, voire Saturne, Uranus ou Neptune. Il a tracé les trajectoires orbitales de ces planètes géantes à l'aide d'un crayon, outil de précision favori des ingénieurs du XXe siècle, et a découvert quelque chose d'intriguant. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les 4 planètes étaient enfilées comme les perles d'un collier céleste dans un long arc avec la Terre. Grâce à cette coïncidence, une sonde spatiale peut gagner en vitesse grâce à l'attraction gravitationnelle de chaque grande planète qu'elle traverse, comme si elle était entraînée par une corde invisible qui se rompait soudainement, envoyant la sonde voler sur sa trajectoire. L'un des inconvénients est que l'alignement ne se produit qu'une fois tous les 176 ans. Pour atteindre les planètes alors que l'alignement était encore en vigueur, il aurait fallu lancer un vaisseau spatial au milieu des années 1970. En fait, la NASA a conçu 2 vaisseaux spatiaux pour profiter de cette occasion unique. À l'été 1977, Voyager 1 et Voyager 2, identiques en tout point, ont été lancés à 15 jours d'intervalle. Ils sont dans l'espace depuis 45 ans, envoyant chaque jour à la Terre des données en provenance des planètes les plus éloignées du système solaire. Les observations antérieures des lunes de Jupiter et de Saturne par les sondes Voyager, qui ont été présentées aux astronomes choqués il y a 40 ans, ont révélé la présence de volcans actifs et de champs de glace fissurés sur des mondes que les astronomes avaient imaginés aussi dormants et troués de cratères que notre propre Lune. En 1986, Voyager 2 a été le premier vaisseau spatial à passer près d'Uranus. Et 3 ans plus tard, il est passé près de Neptune. C'est le seul vaisseau spatial à être passé de cette manière jusqu'à présent. En tant que sonde interstellaire, pionnière située à plus de 14 milliards de kilomètres de la Terre, elles étonnent actuellement les physiciens par une variété de découvertes inattendues concernant cette région inexplorée. Enfin, leur incroyable voyage touche à sa fin. La NASA a coupé les chauffages et autres composants non essentiels au cours des 3 dernières années afin de prolonger tant que possible les réserves d'énergie du vaisseau spatial jusqu'en 2030. Qui est la date de fin prévue. C'est une occasion douce amère pour les scientifiques qui travaillent sur les voyageurs, dont beaucoup ont participé à la mission depuis le début. Ils sont maintenant confrontés à l'achèvement d'un projet qui dépasse leurs attentes les plus folles. De retour sur Jupiter, le vaisseau spatial a commencé à transmettre les premières photographies de la planète, malgré une distance de 3 à 4 mois. Il est tout à fait inattendu que Jupiter apparaisse en couleur. Avant les expéditions des voyageurs, on supposait que toutes les lunes du système solaire seraient identiques
terne et crue. L'extraordinaire variété de paysages lunaires que les voyageurs ont découvert dans le voisinage de Jupiter et de Saturne n'était pas prévu. Lorsque les voyageurs étaient encore à environ 1 million de kilomètres de Jupiter, le premier indice qu'il y avait peut-être plus de types de lunes que ce que les scientifiques avaient prévu est apparu. Le système de détection des particules chargées à basse énergie, LECP, l'un de leurs équipements, a remarqué des signaux inhabituels. Les caméras à bord des voyageurs ont révélé que l'Io possède des volcans actifs. Le petit monde, qui est légèrement plus grand que la Lune de la Terre, est maintenant connu pour être le corps volcanique le plus actif du système solaire. Les composants crachés par les volcans de la Lune sont responsables des couleurs de l'Io, ainsi que des ions anormaux qui frappent le détecteur. Pelé, le plus puissant des volcans d'Io, a émis des panaches 30 fois plus hauts que le mont Everest, et son champ de cendres est de la taille de la France. Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes tournant autour d'Uranus en 1986, augmentant ainsi le nombre de mondes annelés de la planète. 3 ans plus tard, alors qu'il volait environ 2980 miles au-dessus de l'atmosphère azurée de méthane de Neptune, Voyager 2 a vu les plus grandes vitesses de vent jamais enregistrées pour une planète du système solaire, atteignant jusqu'à 1000 miles par heure. Triton, la plus grande lune de Neptune, s'est avéré être l'un des endroits les plus froids du système solaire, avec une température de surface de moins 391 degrés Fahrenheit, moins 235 degrés Celsius. Des volcans de glace ont soufflé de l'azote gazeux et propulsé des particules à 8 km dans l'atmosphère de la Lune. Si Carl Sagan, astronome membre de l'équipe d'imagerie de la mission, n'avait pas été présent, les images de Neptune et de ses lunes prises par Voyager 2 auraient été les dernières jamais obtenues par l'un ou l'autre des engins spatiaux. La NASA avait prévu d'éteindre les caméras des deux vaisseaux spatiaux après la fin officielle de The Grand Tour. Malgré le fait que le projet ait été prolongé dans l'espoir que les voyageurs atteignent l'espace interstellaire et qu'il ait été rebaptisé Voyager Interstellar Mission, il n'y aurait pas eu de possibilité de photo après Neptune, seulement le néant continu et des étoiles incroyablement lointaines. Sagan a exhorté les responsables de la NASA à ordonner à Voyager 1 d'envoyer une autre série d'images. Et c'est ainsi que le jour de la Saint-Valentin 1990, la sonde a renvoyé ses caméras vers le système solaire interne et pris 60 dernières images. À une distance de 3,8 milliards de kilomètres, la Terre a été capturée par la plus captivante de toutes, surnommée le point bleu pâle par Sagan. Il s'agit toujours de la représentation la plus éloignée de notre planète jamais obtenue. La Terre est à peine visible sur le cliché car elle est masquée par la faible lumière du soleil qui se reflète dans les optiques de la caméra. Elle n'occupe même pas un pixel entier dans l'image. Cependant, alors qu'elle entrait dans la partie interstellaire de son voyage, Voyager 1 a détecté quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Le milieu interstellaire, comme l'océan, est plein de vagues turbulentes. Les plus grandes sont causées par les rotations de notre galaxie, la Voie lactée, car l'espace s'écrase sur lui-même, créant des ondulations sur des dizaines d'années-lumière. Des ondulations plus petites jaillissent des explosions de supernovas, s'étendant sur des milliards de kilomètres d'une crête à l'autre. Les plus petites vagues sont généralement causées par notre Soleil, car les éruptions solaires envoient des ondes de choc dans l'espace qui imprègnent la paroi de notre héliosphère. Ces vagues déferlantes révèlent des informations sur la densité du milieu interstellaire, ce qui influence notre compréhension de la forme de notre héliosphère, de la formation des étoiles et même de notre propre position dans la galaxie. Lorsque ces ondes se répercutent dans l'espace, elles font vibrer les électrons qui les entourent et qui résonnent à des fréquences différentes selon leur densité. La densité d'électrons augmente en même temps que la hauteur de la résonance. Le système d'ondes plasmatiques de Voyager 1, qui comprend 2 antennes dépassant de 10 mètres derrière le vaisseau spatial, a été conçu pour détecter cette résonance. Il est très faible et monotone, car il se situe dans une bande de fréquences étroite, a déclaré Stella Koch-Ocker, doctorante au département d'astronomie et au Cornell Center for Astrophysics and Planetary Science de l'université Cornell. Nous détectons le faible bourdonnement persistant du gaz interstellaire. Cela permet aux scientifiques de mieux comprendre comment le milieu interstellaire interagit avec le vent solaire, ainsi que la façon dont l'environnement interstellaire façonne et modifie l'héliosphère du système solaire. 3 mois après avoir quitté l'héliosphère, Voyager 1 a entendu des sons interstellaires pour la première fois en novembre 2012. 6 mois plus tard, il y a eu un autre sifflement, cette fois plus fort et plus aigu. Le milieu interstellaire semblait s'épaissir et rapidement. Ces brefs sifflements peuvent encore être retrouvés dans les données de Voyager à intervalles irréguliers. Ils n'ont été observés qu'une fois par an environ, et le fait de dépendre de ce genre d'événements fortuits
signifiait que notre carte de la densité de l'espace interstellaire était plutôt clairsemée, a expliqué le Dr Hawker. M. Hawker et ses collègues ont entrepris de combler ces lacunes en utilisant une mesure courante de la densité du milieu interstellaire qui ne repose pas sur les ondes de choc se propageant à partir du Soleil. Ils ont découvert un candidat prometteur après avoir filtré les données de Voyager 1, à la recherche de signaux faibles mais cohérents. Il a commencé à s'intensifier peu après au moment où un autre sifflet a été émis à la mi-2017. Le nouveau signal est connu sous le nom d'émission d'ondes de plasma et il semble suivre la densité du milieu interstellaire. Le temps de l'émission monte et descend avec l'apparition des sifflements brusques dans les données. Le signal est également similaire à celui observé dans la haute atmosphère de la Terre, dont on sait qu'il suit la densité des électrons. D'après le signal, la densité électronique autour de Voyager 1 a commencé à augmenter en 2013 et a atteint un pic vers la mi-2015, ce qui représente une multiplication par 40 environ de la densité. Il est prévu que le vaisseau spatial finisse par quitter ses rivages turbulents et entre en contact avec quelque chose de nouveau dans l'espace interstellaire. Les voyageurs ont duré plus longtemps et voyagé plus loin que tout autre vaisseau spatial de l'histoire. Ils sont les premiers objets créés par l'homme à pénétrer dans l'espace interstellaire. Et ils le resteront pendant au moins quelques décennies encore. Dans l'ensemble, ce n'est pas un mauvais bilan si l'on considère que les missions Voyager n'étaient censées durer que 5 ans. Voyager 1 passera par Proxima Centauri, notre étoile voisine la plus proche, dans 16 000 ans, tandis que Voyager 2 mettra 20 000 ans. Ils passeront ensuite des millions d'années en orbite autour de la galaxie, longtemps après la mort de notre Soleil. Faites-nous savoir ce que vous pensez des voyageurs dans la section des commentaires ci-dessous.